11 ans jour pour jour après l'accord d'Addis Abeba, comment peut se terminer la crise de l'Est de la RDC? De quoi l'application de cet accord cadre a-t-il réellement souffert? Quelle est la situation actuelle à Saké et autour de Goma? Face à face spécial, je reçois ce lundi 26 février, après le journal de 19h, Julien Paluku, député du Nord Kivu, ancien gouverneur de province. Rediffusion ce mardi 27 février, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Face à Face. 11 ans après l'accord cadre d'Addis Abeba, on ne peut pas parler de retour de la paix en République démocratique du Congo. 11 chefs d'État, 16 pays au total s'y étaient pourtant engagés. Beaucoup n'ont pas tenu leur engagement. Le Rwanda a même récemment appelé au retour à la lettre du respect et de la stricte application de cet accord cadre. Alors, première question, les pays concernés ont-ils tenu leur engagement? Deuxième question, de quoi l'application de cet accord a-t-il vraiment souffert? Député national réélu plusieurs fois de Lubero, ville dont il a été longtemps le maire, ministre sortant de l'industrie, notre invité du jour est doctorant à l'université de Kinshasa en sciences pour domaine de recherche de management des conflits armés dans la région des Grands Lacs et décentralisation et développement. Notre invité a aussi été pendant 12 ans gouverneur de la province du Nord Kivu, province meurtrie par une guerre qui a encore pris des proportions très inquiétantes ces 2 dernières années. Monsieur Julien Paluku, bonjour. Bonjour. Entre combat et drame humanitaire, la province, votre province du Nord Kivu souffre. Drame humanitaire particulièrement pour les populations. Alors, comment, pour commencer, en tant que notable, décririez-vous la situation de cette province aujourd'hui? Oui, la situation au Nord Kivu est très, très alarmante. Il y a près de 3 millions de déplacés qui viennent particulièrement du territoire de Rutshuru, territoire de Masisi, territoire de Nyiragongo. Pour s'entasser dans la ville de Goma, vous savez déjà la ville de Goma a plus d'1 million d'habitants. Si on doit y ajouter 1 million de déplacés, ça fait 2 millions. C'est que l'occupation de l'espace devient difficile, mais également l'assistance devient difficile. Et donc, au-delà des questions sécuritaires, on parle moins des questions humanitaires. Et voilà pourquoi le gouvernement de la République, dans le conseil des ministres qui a été tenu ce vendredi, a décidé de l'envoi d'une mission humanitaire à Goma pour une assistance humanitaire au-delà de celle qui est apportée par les partenaires. Vous avez été pendant 12 ans gouverneur, vous connaissez bien la situation là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la province, est-ce que la ville de Goma peut faire face? Je parle d'abord, avant de parler de la guerre, on parle d'abord des populations. Est-ce que Goma peut faire face? Quels sont les risques humanitaires pour Goma? Les risques humanitaires sont grands parce qu'en fait, Goma comme ville n'a pas de champs. Goma est construit sur la lave volcanique. Et donc, elle est alimentée par Rutshuru, c'est la route qui va vers Butembo. Elle est alimentée par Masisi, c'est la route qui va vers Walikale. Elle est alimentée par Kichanga, c'est la route qui détournée, qui passe par Kichanga en allant vers le sud de Lubero. Et donc, toutes ces artères-là sont bloquées actuellement parce qu'occupées par les terroristes du M23. Ça fait que les populations qui ont migré de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo vers la ville de Goma ne sont plus dans leurs champs. La conséquence, c'est que la ville de Goma est asphyxiée. Et aujourd'hui, même la ville de Bukavu l'est également parce que c'est la ville de Goma à travers toutes ces marchandises qui viennent de l'intérieur qui assurent également les relais pour alimenter la ville de Bukavu. Et donc ça fait 2 villes qui sont asphyxiées à la suite de la présence du M23 dans les espaces que je viens de citer parce que, comme vous le savez, Rutshuru, Masisi, Lubero constituent les greniers agricoles, pas seulement du Nord et du Sud Kivu, mais de la République. On ne parle de combat que principalement, vous l'avez dit, dans le Rutshuru, mais à vous entendre, le M23 semble avoir le contrôle de tous les territoires autour de Goma. Est-ce que Goma peut tenir? Aujourd'hui, on parle peut-être d'approvisionnement aérien. Par la route, c'est difficile. Est-ce que la ville de Goma, dans la situation telle que vous la décrivez, peut tenir? Goma est difficile à tenir sans l'ouverture de ses artères. Mais comme vous le décrivez souvent ici sur Top Congo, eh bien, les éléments du M23 ont installé des barrières pour taxer fortement les produits qui sortent de Rutshuru ou de Kichanga ou de Masisi, ce qui fait que les produits qui arrivent dans la ville de Goma voient leur prix multiplié par 5, par 10. Alors, ça fait que les populations qui n'ont plus d'activité commerciale à mener, qui n'ont plus d'activité économique à mener, se trouvent
dans l'impossibilité de s'approvisionner en produits alimentaires. Et donc la vie à Goma, la vie à Bukavu et la vie dans la province du Nord Kivu devient intenable parce que même Butembo, qui est situé plus au nord, à 350 km, ou Beni, évacuer ces marchandises ou ces produits vers la ville de Goma. Et donc, ça fait que et Butembo, et Beni, et l'ensemble de Rutshuru, Goma et Masisi sont asphyxiés, ce qui fait que la ville, comme toute la province du Nord Kivu, est en difficulté totale. Donc, ces combats qui perdurent profitent particulièrement à ceux qui les mènent et pas du tout à la population ou aux populations du Nord Kivu. En fait, la stratégie du Rwanda est, je peux dire, vise 4 types d'objectifs. Le premier objectif, quand le Rwanda mène la guerre via les M23, c'est d'abord pour son économie. Son économie tient entre 40 et 60% de la contrebande minière. Tous les coltans que nous avons dans les Massissi, vous savez, Massissi a 40%, disons 60 à 80% des réserves mondiales du coltan. C'est ça, ce que les rebelles poursuivent pour assurer l'approvisionnement régulier du Rwanda. Alors, si la paix revient au Nord Kivu, c'est-à-dire le budget de l'État de Kigali perd entre 40 et 60% de ses recettes. Ça, c'est le premier objectif pour lequel le Rwanda mène la guerre. Deuxième objectif, c'est le tourisme. Vous savez que Rutshuru, c'est le sanctuaire des gorilles de montagne. Alors, quand il y a insécurité à Rutshuru, ça fait que seul le Rwanda devient le sanctuaire des gorilles. Et vous savez, pour voir un gorille par les touristes, c'est entre 1500 et 2000 $. Ça fait que le tourisme remporte au Rwanda entre 300 et 500 millions de dollars l'an. Alors, semer l'insécurité dans les Rutshuru, c'est empêcher effectivement la reprise du tourisme mondial. Troisième mobile pour lequel la guerre est menée au Rwanda, parce que c'est une guerre économique, c'est en fait le commerce. Vous savez, comme Masisi, Rutshuru, Kichanga, toutes les artères sont asphyxiées, le Rwanda évacue toute sa production vers Goma, parce qu'il y a une nécessité absolue. Et donc, c'est un objectif pour lequel il doit continuer à mener la guerre. Quatrième objectif, c'est le secteur immobilier. Avec la contrebande minière, le Rwanda a eu suffisamment de moyens et de ressources pour construire beaucoup de maisons à Kigali, à Gisenyi, et beaucoup de Congolais, à la suite de l'insécurité, préfèrent aller louer des maisons à Gisenyi ou à Kigali. Il paraît que ça a bien diminué quand même. C'est ça. Alors, ça fait qu'effectivement, si la guerre prend fin, le secteur immobilier du Rwanda va chuter. Donc voilà plus ou moins les 4 mobiles pour lesquels la guerre est menée au Rwanda. Je pouvais développer, mais comme on n'a pas suffisamment de temps, c'est à l'intention de tous les auditeurs et téléspectateurs, les 4 éléments pour lesquels le Rwanda ne veut pas qu'il y ait retour de la paix, parce que ça va affecter les 4 secteurs que je viens de développer tout à l'heure. Pour parler de cette crise humanitaire, les Nations Unies ont parlé de 2,6 milliards de dollars nécessaires pour venir en aide à ces populations. Le gouvernement va combler, comment ça se passe? Est-ce que ces populations vont être laissées à elles-mêmes? Oui, chaque année, il est établi ce qu'on appelle un plan d'action humanitaire. À l'époque où j'étais gouverneur, le plan d'action humanitaire se situait entre 500 et 600 millions de dollars par an. Aujourd'hui, il est à 2,6 milliards l'an. Ça veut dire que la crise a de l'ampleur plus qu'il y a 10 ans. Et donc, ce plan ne concerne pas seulement l'espace de Goma, ça concerne l'ensemble de la région de l'Est. Parce que la crise se passe au nord Kivu, la crise se passe au sud Kivu, la crise se passe en Ituri, avec tout ce qu'il y a comme massacre, comme déplacement des populations au territoire d'Njougou, etc. Et donc, les 2,6 milliards concernent effectivement toute cette partie est de la RDC. Alors, le gouvernement a sa réponse à travers les ministères qui sont en charge des questions humanitaires. C'est pourquoi j'ai annoncé tout à l'heure qu'au niveau du Conseil des ministres de ce 23 février, il a été décidé d'une mission humanitaire qui sera diligentée et dirigée par le ministre Modeste Mutinga, qui va se rendre à Goma avec, bien entendu, ce que je ne sais pas annoncer ici, parce que c'est lui qui a la primeur d'annoncer, ce que le gouvernement va devoir laisser à la population de l'Est. Mais pas à hauteur de 2,6 milliards. Non, notre budget, il y a ressources propres, il est lui-même de 10 milliards. Je ne vois pas tout de suite un déblocage de 2 milliards de dollars par le gouvernement, mais je sais que le gouvernement va débloquer les moyens à la hauteur de ses possibilités et surtout de ses ressources financières. Des possibilités qui n'atteindront pas les besoins sur place. L'ONU, je l'ai dit, parle de 2,6 milliards. Vous avez expliqué que c'est pour toute la région, certes, mais celles qui ne seront pas assistées, que vont-elles devenir? Bon, généralement, la population de l'Est n'a même pas besoin d'aide.
d'aide humanitaire, parce que nous sommes une province florissante. Ce dont la population a besoin, c'est le retour de la paix. Parce que s'il y a la paix aujourd'hui, les gens rentrent à Massissi, les gens rentrent à Rutshuru, les gens rentrent au sud de Lubero, les gens rentrent à Walikale, les gens rentrent dans les bords du lac, et tout de suite la production va reprendre. Donc c'est pourquoi la pression de la population, c'est le retour de la paix, parce que à un moment donné, je me rappelle, à Kanyabayonga, la population a même refusé l'aide internationale pour dire on n'a pas besoin de cette aide, on a besoin seulement du retour de la paix pour que nous-mêmes, nous puissions rentrer dans nos champs et commencer la production. Donc, mais comme on n'est pas encore arrivé à ce stade, eh bien, il est important que et la communauté internationale et le gouvernement puissent passer par cette phase d'assistance temporaire en attendant que la paix revienne. Alors parlons justement de ce retour à la paix, 11 ans jour pour jour, accord cadre d'Addis Abeba. Est-ce que tous les pays concernés ont selon vous tenu leur engagement? Bon, oui et non. Oui, parce que la RDC, elle, a tenu ses engagements. Lorsque vous voyez, c'est au total 18 engagements, si j'ai bonne mémoire. Il y a la RDC qui a 6 engagements, il y a la région qui a, je crois, 7 engagements, il y a la communauté internationale qui a aussi 6 engagements. Mais avant d'y arriver, comment on est arrivé d'abord à cet accord? C'est quand même important que l'opinion le sache. En 2013, comme vous le savez, il y avait la guerre du M23. Le M23 qui a même pris la ville de Goma le 20 novembre 2012, avant qu'il ne puisse quitter la ville 11 jours plus tard. Et à la suite de ce climat de non-paix qui a prévalu de la province du Nord Kivu, la région des Grands Lacs, la communauté internationale et tous les autres ont estimé qu'il fallait quand même un accord pour définir les engagements des uns et des autres de manière à ce qu'on ne revienne plus à la crise. Et il y a eu une mesure d'application ou une mesure contraignante qui a été prise par le Conseil de sécurité qui a voté la résolution 2098 le 28 mars 2013 pour créer une brigade d'intervention qui avait un mandat offensif au sein de la MONUSCO pour contraindre tous ceux qui ne vont pas à exécuter cet accord ou les engagements de cet accord, notamment les M23. Bon, malheureusement, la brigade n'a pas duré pendant longtemps, bien qu'elle a aidé à terminer la guerre parce que le 5 novembre 2013, eh bien, la cité de Chanzu, qui était considérée comme le bastion des M23, est tombée sous les mains des FARDC et la guerre était terminée. Alors, voilà plus ou moins le contexte dans lequel on a signé cet accord de paix. Mais maintenant, les engagements de la RDC, les engagements de la région, les engagements de la communauté internationale n'ont pas été tenus. Parce que lorsque vous les voyez, vous les lisez, vous lisez ces engagements-là, il est clairement indiqué pour la région que aucun pays de la région des Grands Lacs ne peut abriter une force qui va déstabiliser l'autre. Aucun pays ne peut apporter assistance à des groupes rebelles qui attaquent d'autres. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le M23, de par tous les rapports des experts des Nations Unies, tous les rapports des observateurs, notent que le M23 a le soutien total du Rwanda. J'ai même dit, l'Ouganda aussi souffle le chaud et le froid. Au nord, il aide la RDC à combattre les EDF, notamment à Lituri et à Beni. Les résultats sont satisfaisants. Mais malheureusement, au sud de la province du Nord Kivu, particulièrement à Bunagana, parce que nous faisons frontière avec l'Ouganda à travers Bunagana, c'est là que passe toute la logistique du M23 pour attaquer les FARDC sur la ligne de front. Alors on se pose la question, l'Ouganda qui souffle les chauds au nord en nous aidant à asseoir la paix et la stabilité, mais en même temps au sud, il permet à l'infiltration des troupes rebelles ou de la logistique des rebelles vers les zones de combat. C'est donc tous ces éléments-là qui, à mon avis, doivent pousser à l'évaluation de l'accord cadre, mais également, pas seulement l'évaluer, la revisiter et la sanctionner par des mesures coercitives à l'endroit de ceux qui vont violer les dispositions. Mais aujourd'hui, l'accord est là, elle n'est assortie d'aucune sanction, ce qui fait que et le Rwanda et l'Ouganda peuvent les violer sans qu'il n'y ait de contraintes. Et l'Ouganda, chose qui peut paraître paradoxale, n'est pas considéré comme par la RDC comme agresseur, au même titre que le Rwanda, alors que vous dites à Bunagana, c'est par là qu'a commencé la guerre. De l'autre côté de l'autre côté de la frontière, c'est pas le Rwanda, mais c'est l'Ouganda. Oui, jusqu'aujourd'hui, les indices d'agression, de présence des troupes sont plus ou moins éloquents pour les Rwandais parce que tous les rapports des experts indépendants l'ont attesté. Moi, j'ai évoqué une incise
Pour dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où se situe Bunagana. Bunagana n'est pas à la frontière avec les Rwandais. Bunagana est à la frontière avec l'Ouganda. Mais là, on parlait du non-respect de l'accord cadre d'Addis Abeba. Exactement. Et dans le non-respect de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'Ouganda permet que le M23 se ravitaille par son territoire. Voilà pourquoi il faut une évaluation pour que l'Ouganda se justifie. Pourquoi est-ce que la frontière de Bunagana reste ouverte au trafic et au passage des éléments du M23 alors que, comme signataire de l'accord, il aurait dû fermer sa frontière et le M23 n'aurait pas eu de passage. Parce que s'il y a des matériels, s'il y a des véhicules qui arrivent à Rutshuru, ces véhicules n'ont pas d'autre passage que Bunagana. Il n'y a pas un autre passage routier par lequel les véhicules peuvent arriver à Rutshuru si ce n'est pas l'Ouganda. Donc l'évidence est que l'Ouganda est aussi derrière le M23. L'évidence sera confirmée par l'évaluation de l'accord pour certainement devoir évaluer tous ces éléments-là que je viens d'évoquer. Si je n'en ai pas la capacité, mais je crois qu'il faut une évaluation qui soit sincère. Donc l'application de l'accord 4, selon vous, ne souffre que d'une évaluation? L'application de l'accord souffre 11 ans après de son évaluation. Et moi, je crois d'ailleurs que cet accord a pu être aussi un piège. Parce que lorsque vous le lisez, il y a des engagements pour la République démocratique du Congo, mais nulle part vous n'avez des engagements pour le Rwanda et pour l'Ouganda. On dit seulement engagement pour la RDC, engagement pour la région et puis engagement pour la communauté internationale. Et le Rwanda et l'Ouganda se trouvent être dans la région. Alors que, effectivement, ce sont les deux, de par tous les rapports, qui sont auteurs de tous les troubles qu'il y a dans la région des Grands Lacs. Alors, la problématique de l'Est, c'est que le Rwanda a réussi une chose, c'est qu'il se présente toujours à la face du monde comme victime, rappelant les génocides de 1994. Alors, il a aveuglé comme ça la communauté internationale. Lorsqu'il se présente à la face du monde, les gens ne voient que le génocide qui a été commis au Rwanda, comme si ce génocide avait été commis par des Congolais. Or, le génocide a été commis par les Rwandais. Et donc, les Congolais ne peuvent pas porter le tribut lourd du génocide commis au Rwanda par les Rwandais. Alors, la perception que moi je voudrais développer maintenant, c'est de permettre à la communauté internationale, à toute l'opinion, de comprendre que la victime qui est le Rwanda l'est pour le génocide, mais lorsque les Rwandais se trouvent au Congo, c'est un bourreau. Alors, les gens ne voient que la face de la victime et non pas la face du bourreau. Et donc, la perception devra changer à partir de maintenant pour que la lecture soit correcte face au conflit à l'Est. Lorsque les Rwandais se trouvent au Congo, il n'est pas victime, parce que même lorsqu'il parle des FDLR, de la haine tribale, mais les FDLR, moi j'ai toujours dit une anecdote, les FDLR sont les collègues au président rwandais, parce qu'ils ont fait la guerre en 1990. De 90 à aujourd'hui, nous sommes en 2024, ça fait 34 ans. Un élément FDLR qui avait 30 ans a 64 ans. Celui qui avait 40 ans a 74 ans. En quoi quelqu'un de 74 ans constitue une menace contre le Rwanda? Donc vous comprenez que c'est des éléments comme ça qu'on porte dans l'opinion et les gens sont emballés par dire bon voilà, la RDC travaille avec les FDLR. Deuxième chose, la haine. Eh bien, les gens les plus haineux se trouvent plus au Rwanda qu'en République démocratique du Congo, parce que là il n'y a que deux ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est l'autre. C'est pourquoi le génocide est possible au Rwanda. Mais le génocide ne peut pas l'être au Congo où nous sommes 450 tribus, le président de la République l'a rappelé. Et donc, il transpose les réalités du Rwanda au Congo et cela aveugle toute la communauté nationale et internationale, croyant que le Rwanda est une victime, alors que la victime, c'est plutôt la République démocratique du Congo. Et donc, nous devrions changer la perception du problème pour que les gens comprennent que les Rwandais utilisent la malice et se couvrent derrière les génocides pour chercher à semer les désordres en RDC. Nous devons changer cette perception. Exact. Cela fait des années que ça dure, on n'y arrive pas. Je pourrais vous poser la question de savoir comment la changer, mais tel n'est pas le sujet. Revenons sur les accusations du Rwanda. Engagement de l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a aussi que le gouvernement congolais n'appuie pas les FDLR. Récemment, le président a dit, et on a vu certains généraux ou militaires mis aux arrêts pour collaboration présumée avec certains groupes armés. Est-ce que c'est pas ce que le Rwanda reproche au Congo? Vous savez, ceux qui ne connaissent pas les réalités de l'Est confondent souvent la dénomination Hutu ou la dénomination FDLR. Tout le monde sait que les territoires de Rutshuru, les territoires de Masisi, sont habités à 60-80% par nos populations Hutu congolaises.
Et ça, c'est connu de tout le monde. On a des élus à l'Assemblée nationale, on a eu des ministres par le passé. Et donc, il faudrait quand même que l'opinion commence à comprendre cela. Qu'il y a des populations Hutus qui sont en République démocratique du Congo et sont dans les territoires de Massissi, dans les territoires de Rutshuru. Maintenant, lorsque lui parle de FDLR, il faudrait que les gens fassent très attention pour ne pas stigmatiser les populations congolaises qu'il veut qualifier tous de FDLR au motif qu'ils sont Hutus. Et nous qui avons vécu dans cette partie, moi mes premiers 50 ans, je les ai passés tous au Nord Kivu, donc je connais quand même la problématique et j'ai fait des recherches sur la question. Je connais très bien la différence. Et donc lui emballe tout le monde entier, croyant que quand il va parler des Hutus, on va tout de suite voir les FDLR. Il y a toutes les communautés dans nos forces armées. Il y a les Nande au Nord Kivu, il y a les Nyanga, il y a les Hutus, il y a les Tutsis, il y a des Banyamulenge, il y a tout le monde. Donc il n'y a pas de soutien au FDLR. Par contre, on parle beaucoup de groupes armés. Alors, parler des FDLR, c'est vrai, ils ont 30 ans de plus, mais ces groupes armés, eux, ils se renouvellent. Parce qu'il y a de l'exploitation des richesses. Est-ce que dans ces groupes armés, on dit que chaque notable, d'ailleurs du Nord Kivu, on ne parle pas que de l'armée, chaque notable du Nord Kivu a son groupe armé. J'allais vous poser la question de savoir si vous en avez vous-même un. Est-ce que cet amalgame source du conflit versus Rwanda n'est pas entretenu par les Congolais eux-mêmes? Le problème, je l'ai développé dans ma mémoire de DA. Pourquoi il y a prolifération de groupes armés? C'est la faiblesse, en fait, de l'État, depuis plus de 20 ans. Il y a les instruments de puissance publique que sont l'armée, la police, la justice. Je l'ai démontré en disant effectivement que lorsque vous calculez les ratios des nombres de militaires, des nombres de policiers sur l'espace congolais, vous trouvez qu'il y a un policier sur 156 km. Et ça, c'était danger. Ça veut dire que l'espace n'est pas occupé, n'est pas militairement, n'est pas policièrement, si je peux me le permettre, contrôlé. Et donc, ça permet l'émergence de toutes sortes de groupes pour chercher à se créer une sorte d'autorité parce que tout simplement, il n'y a pas une autorité légalement établie dans la région. C'est ce qui fait qu'on passe de 20 groupes armés à 30 groupes armés à 40 groupes armés. Et le président de la République a perçu les dangers à l'Est pour dire, étant donné qu'il y a prolifération de groupes armés, l'espace n'est pas tenu, l'espace n'est pas sécuritairement occupé. Il faut un recrutement au sein des forces armées. C'est pourquoi il a lancé le recrutement de 40 000 hommes aujourd'hui. Et il a dit que l'armée est en train de monter en puissance. Imaginez-vous lorsque les 40 000 hommes vont être déployés sur le terrain, les ratios d'occupation spatiale vont changer. Si on avait un militaire sur 10, sur 20, sur 30 km, peut-être que les ratios vont descendre à un militaire sur 3, sur 4. Et donc, le contrôle de l'espace va aussi désormais changer. Et donc, on devra, depuis 20 ans, depuis 30 ans, on a été distrait par toutes ces guerres et à dessein pour que les pays ne s'organisent pas militairement et être continuellement l'objet d'attaques et avec des difficultés de pouvoir se défendre. On a été distrait ou vous avez été impuissant? Je rappelle que vous avez été 12 ans gouverneur. Quand la guerre se termine, la guerre du RCD, ce sont les troupes du RCD qui restent au Nord Kivu. Ce sont elles qui administrent. Or, les troupes du RCD étaient alimentées, on le savait, par le Rwanda. Il y a eu les cas Mutebutsi, il y a eu les cas Kunda, il y a eu le M23, et à un moment même, si je me rappelle, puisque nous étions dans l'actualité à ce moment-là aussi, il y a eu la volonté du président Kabila, à l'époque, de déplacer les troupes, ce qui, à chaque fois qu'on évoquait le sujet, entraînait de nouvelles guerres. Est-ce que de ces groupes armés que vous dites combattre, de cette militarisation ou gendarmisation de la province du Nord Kivu que vous appelez de tous vos voeux, il n'y a pas plutôt à son opposé une occupation du Rwanda, une administration par le Rwanda, par voie détournée, d'un territoire avec l'appui des Congolais, chose que aujourd'hui on veut combattre? Bon, si on revient à l'histoire, ça va être une très très longue affaire ou histoire, parce que déjà en 1996, lorsque l'AFDL commence, et que le président Laurent Désiré Kabila arrive à Kinshasa, 2 ans plus tard, il demande aux troupes de rentrer au motif qu'elles ont fini le travail. Ces troupes rwandaises, au lieu de rentrer, qu'est-ce qu'elles font? Elles se replient sur Goma et le 2 août 1998, elles commencent la guerre. Elles restent pendant 5 ans à l'est du pays. Je réponds à la question des FDLR.
Les troupes rwandaises sont restées 5 ans en train de contrôler le nord et le sud Kivu. Elles n'ont rien fait contre. Si il y avait des FDLR à ce moment-là, ils auraient terminé la nébuleuse FDLR. Si la question était FDLR, pendant 5 ans que les Rwandais ont occupé l'Est de 98 à 2003, je crois qu'on aurait fini les problèmes. Alors, par la suite, on a été... L'accord de cessez-le-feu de Lusaka de 1999, et puis l'accord de San City de 2002, et puis le pacte sur la sécurité et la stabilité de 2006, et puis le communiqué de Nairobi de 2007, l'accord de Ngurdoto à Tanzanie de 2007. Tous ces accords, en fait, avaient pour objectif de pouvoir distraire, je me permets de dire ainsi, de pouvoir distraire, in fine, le gouvernement congolais par une paix qu'il considérait être gagnée, alors que c'était une paix piégée. Piégée par le fait qu'on nous a amenés dans les brassages, on nous a amenés dans les mixages. C'est-à-dire, on a pris toutes les troupes entières, rwandaises, entre guillemets, pour qu'elles soient considérées désormais comme des troupes appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que lorsque tous les mouvements ont été créés, CNDP, M23, c'est des défections qui se faisaient à l'intérieur des forces armées, des mêmes troupes qui hier étaient brassées à l'intérieur de nos troupes, pour montrer effectivement qu'elles n'étaient pas de véritables troupes au sein des forces armées. Et donc, on est resté pendant une vingtaine d'années dans ces jeux-là d'infiltration maligne de notre armée pour nous ramener dans des cycles de violence qui profitent effectivement au Rwanda au regard de ces 4 piliers que j'ai évoqués au début. Et donc, la solution pour moi maintenant, aujourd'hui, c'est que l'État congolais doit prendre conscience de toutes ces erreurs de parcours que nous avons commises, qui ont été considérées par le passé comme des moments de paix que nous avons gagnés. Mais pour moi, ce sont des moments de paix éphémères. On a gagné une paix éphémère en 2006, on a gagné une paix éphémère en 2007, on a gagné une paix éphémère en 2009, signé des accords. On a signé 22 accords depuis 1999. Mais il n'y a toujours pas de paix. Alors on doit se poser la question, pourquoi il n'y a toujours pas de paix? Parce qu'on a raté l'occasion de former une armée. Et le président Félix Tshisekedi l'a compris, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il s'est dit, je ne fais pas trop de bruit sur la montée en puissance de l'armée, je m'organise, je l'équipe, je la professionnalise, de manière à ce que demain, au moins un seul pays qui va oser toucher à la République démocratique du Congo, que ce pays sache que le lendemain je suis dans sa capitale. C'est le jour où les pays voisins sauront que les forces armées de la RDC peuvent être dans les 48 heures à la capitale, que la guerre cessera à l'Est. Mais tant qu'on saura que l'armée rwandaise peut entrer, l'armée ougandaise peut entrer, l'armée burundaise peut entrer, et il n'y a pas de réaction, eh bien il y aura toujours une situation de non-paix à l'Est de la RDC. Et le président Félix Tshisekedi l'a vu, l'a perçu et il travaille. En attendant, on parlait de l'accord cadre d'Addis Abeba, vous avez parlé des nombreux accords, autres accords. Certains évoquent le dialogue, le président ne dit pas avec le M23, mais on peut discuter de qu'est-ce qu'il fait en République démocratique du Congo avec le président Kagame. Pour vous, tout ça, dialogue, révision de l'accord, j'aurais pu vous poser la question, je voudrais d'ailleurs vous poser la question de savoir ce qui a révisé dans cet accord. Tout cela, ce n'est que perte ou gain de temps. Réviser l'accord, pour moi, reviendrait à définir les véritables engagements pour le Rwanda et l'Ouganda. Qui ne pourraient ne pas respecter dans le futur. Qui pourraient ne pas respecter, mais dans l'accord, selon ma perception, il faut qu'il y ait un régime de sanctions. Il y a plusieurs régimes de sanctions. C'est pourquoi les États-Unis ils votent des sanctions contre un pays. Pourquoi l'Union européenne vote des sanctions contre un pays? Moi, je crois qu'il faut que dans l'accord maintenant, il y ait une disposition qui définit les régimes de sanctions. Notamment, on peut couper, on peut isoler les pays, plus question, on peut isoler les frontières, parce que le Rwanda, c'est 26 km². S'il y a une sanction qui dit que si vous violez tel accord, eh bien, on ferme les frontières. Il ne sera pas passé par l'Ouganda, il ne sera pas passé par la Tanzanie, il ne sera pas passé par le Burundi, il sera enclavé. Et dans un mois, les Rwandais vont être obligés de négocier. Donc, une disposition comme celle-là peut pousser les Rwandais à pouvoir respecter ses engagements. Parce qu'il n'est approvisionné que par le port de Dar es Salaam, c'est en Tanzanie, ou par le port de Mombasa, c'est au Kenya. Et donc, s'il y a une disposition qui dit, si vous violez les dispositions de notre accord, on bloque toutes les frontières, vous êtes au milieu et vous survivez comment? Et lui va choisir entre survivre
et continuer à attaquer la RDC. Ça, c'est une sorte de proposition que je ferai si je suis invité à la révisitation de l'accord. Il y a d'autres propositions que je suis en train de formuler, ça et là. Mais face au culot, je dis bien culot, article paru dans Top Congo, réaction de la MONUSCO quand un de leurs drones a été cible des missiles solaires de l'armée rwandaise installée en République démocratique du Congo. Face au culot actuel du président Paul Kagame, est-ce qu'on peut penser que ce mesure de sanctions pourrait être mis en place? Non, le kilo, il est de façade. On prête au président Paul Kagame trop d'intentions, on lui accorde trop de pouvoir, on lui accorde trop de... Mais l'armée rwandaise a tiré sur un drone de MONUSCO, ce qui constitue un crime de guerre. Je vous informe que l'armée rwandaise est composée de 33 000 hommes. Les 33 000 hommes, c'est sur 26 000 km². Si vous calculez les ratios de l'occupation spatiale, plus d'un militaire par kilomètre carré. Presque un militaire par kilomètre carré. Plus d'un militaire. Attendez, oui, c'est presque 1,2 militaire par kilomètre carré. Ouais. Alors, vous comprenez que les Rwandais ne peuvent pas transporter tous ces militaires sur le sol congolais. Et donc, la stratégie, c'est que les Rwandais devraient comprendre qu'il est aussi menacé s'il continue à menacer la RDC. Tant qu'il ne sentira pas qu'il peut être menacé, eh bien, il choisira de faire la guerre en RDC. J'ai suivi une de ses vidéos où il disait que lui, il va transposer la guerre. Il faut que la guerre se passe sur notre territoire. Et donc, il faudra qu'à un moment donné, il sente que la guerre peut se passer sur son territoire. C'est le jour où il saura que la guerre peut se passer sur son territoire que la guerre prendra fin. Et évidemment, si la guerre prend fin, les Rwandais sombrent dans la pauvreté. Parce qu'il n'y aura plus de contrebande minière, le tourisme va reprendre au Congo, l'immobilier ne sera plus occupé par les Congolais, le commerce ne sera plus florissant. Et donc, c'est la crainte de la chute de ces 4 piliers, de ces 4 éléments qui fait que les Rwandais entretiennent tout le temps des guerres à l'étranger. Okay. Et donc, nous devons prendre conscience de ça et nous organiser pour dire, comme c'est ça le motif de la guerre, il est économique, il n'est pas FDLR, il n'est pas lié à la haine, c'est ça le vrai mobile de la guerre. Comme c'est ça le mobile de la guerre, la RDC doit travailler sur ça pour inverser la tendance et voir comment le Rwanda va se comporter. Parce que si la paix revient au Rwanda, disons en RDC, le Rwanda devient quoi? J'ai été 12 ans gouverneur. Vous savez un phénomène que le président a évoqué, le phénomène de recyclage des FDLR. Nous avions la Commission nationale pour les réfugiés. Nous avions les HCR, les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Nous avions la MONUSCO. Nous avons rapatrié des milliers et des milliers de combattants rwandais. Mais quelle n'a pas été notre surprise lorsqu'on revoyait ces combattants encore dans les rangs des FDLR au Congo, renvoyés par le pouvoir de Kigali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour Kagame, s'il n'y a pas de FDLR au Congo, il n'y a pas de vie au Rwanda. Et donc, il fait tout pour réinjecter les FDLR, même envoyés, recensés biométriquement. Il les renvoie au Congo pour justifier que non, si je rentre au pays du président Tshisekedi, c'est parce qu'il y a des FDLR. Donc, c'est autant d'éléments que nous, en tant que chercheurs sur la question, nous avons plusieurs fois développé et mis à l'intention de tout le monde pour que les gens comprennent que la guerre à l'Est n'est pas liée au FDLR, à la haine. La guerre, elle est économique. Les véritables FDLR au Congo, je l'ai dit plusieurs fois, ça s'appelle coltan, ça s'appelle nobium, ça s'appelle cassitérite, ça s'appelle étain. C'est ça les véritables FDLR qu'on recherche à l'Est de la RDC et non pas les FDLR humains. Entre-temps, ces FDLR, cette raison permet l'intensification des combats, notamment de multiples attaques sur Saké qui tient. Grâce au FARDC, avec l'appui de la SADC, avec la MONUSCO et avec les Wazalendo. Comment est-ce que vous expliquez que toutes ces forces réunies n'arrivent pas non seulement à sécuriser Goma, à sécuriser Saké et à récupérer les troupes et territoires? La question aurait dû être posée au ministre de la Défense. Bon, je ne peux que mettre un avis en tant qu'observateur de la situation et peut-être pour avoir été dans cette partie pendant longtemps. Bon, moi je crois que le président de la République a donné la réponse. Tout ce que nous observons à l'est de la République, ce sont les douleurs d'enfantement des nouveaux Congo. Un nouveau Congo est en train de naître avec une nouvelle armée. Un nouveau Congo est en train de naître avec une armée professionnelle. Un nouveau Congo est en train de naître avec une armée équipée. Un nouveau Congo est en train de naître avec une armée
et il y a de nouvelles troupes. Et c'est cette armée-là qui va redonner du sourire à la population de l'Est de la RDC. Est-ce que cette nouvelle armée pourra vraiment voir le jour, pourra vraiment être efficace, alors que vous avez parlé de base arrière de Bunagana? La base arrière des armées congolaises, SADC, Ouazalendo et MONUSCO dans le Nord Kivu se retrouveraient à Kinshasa ou très loin par rapport aux bases arrières de ceux qui l'agressent? Bon, ce sont des questions stratégiques qu'on ne peut pas évoquer tout de suite. J'ai dit bien, ça relève de la compétence du ministre de la Défense parce que les compétences sont d'attribution. Vous savez, il y a 3 types de compétences. Compétences matérielles, compétences territoriales. Je ne parle pas au ministre de l'Industrie, je parle aux chercheurs. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Ancien gouverneur. Ancien gouverneur. Vous connaissez le terrain, je ne vous pose pas une question de stratégie militaire, de ce qui se fait actuellement, je parle aux chercheurs, parce que c'est particulièrement sur cette casquette que l'on vous reçoit. Aux chercheurs que je suis, oui. La solution pour moi se trouve dans le renforcement de la capacité de nos forces armées. Vous savez, je l'ai dit dans un média quelque part, qui peut attaquer l'Angola aujourd'hui avec la puissance militaire qu'elle a? Personne ne peut oser attaquer l'Angola. Et donc, le jour où la RDC produira cette fureur vis-à-vis de l'opinion régionale, c'est le jour où aucun aventurier ne viendra en République démocratique du Congo. Et le président Tshisekedi est en train d'y arriver petit à petit. Construire une armée, ce n'est pas une affaire d'1 année, ce n'est pas une affaire de 2 ans. Même la formation elle-même, c'est 9 mois pour la formation de l'infanterie. C'est pour l'infanterie, on ne parle pas des officiers. On ne parle pas de la formation spécialisée, on ne parle pas des troupes qu'on appelle les forces spéciales. Mais ce qui se passe à l'Est, je peux vous dire, sans risque d'être contredit, qu'il y a des forces spéciales rwandaises qui sont décimées sur le terrain. Les gens ne voient pas ça. Je ne suis pas habilité à donner le bilan de la guerre, mais comme chercheur sur la question, je sais qu'il est interdit au Rwanda d'organiser des deuils. Et ce n'est pas des deuils des gens qui sont tombés dans les caniveaux. Ce n'est pas des deuils des gens qui ont commis des accidents. C'est des deuils des gens qui sont tombés sur la ligne de front. Et donc, il y a du travail qui est fait par nos forces armées. Mais évidemment, comme la crise persiste, la population ne sait pas voir exactement le travail qui est fait. Voilà pourquoi nous soutenons tous le président de la République dans ce qu'il est en train de faire pour faire monter la puissance de nos FARDC de manière à lui donner une capacité de main d'assurer une sécurité absolue à l'ensemble des populations de la RDC. Mais en attendant cette montée en puissance, au regard de tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, des populations qui souffrent, Goma et le Nord Kivu qui est asphyxié, est-ce que le dialogue, un nouveau dialogue, le président a dit je ne veux pas parler avec le M23, mais je suis prêt à parler avec le président Paul Kagame, est-ce qu'un nouveau dialogue n'est pas nécessaire? Bon, je ne peux pas commenter les propos du président de la République. Il a dit lui-même qu'il ne négocierait pas avec les M23. Il a donné les raisons. Et moi, je peux peut-être expliciter pourquoi. Parce qu'en fait, si on commence encore à négocier avec les éléments M23, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est qu'on va demander l'intégration collective de tous ces éléments au sein de nos forces armées. Mais si l'intégration devient collective, on retombe dans les pièges qui nous a été tendus depuis toutes ces années, les pièges que j'ai décrits tout à l'heure. Qui sera intégré dans l'armée? Il va venir chacun avec son grade de général et demain, après-demain, lorsqu'il se sentira mal à l'aise, il va faire défection avec tous les bataillons avec lesquels il est venu. On retombe au cycle de violence de tous les temps. Donc pour moi, la solution, c'est de parler à ceux qui envoient les M23. Si c'est Kagame, et puis le président l'a dit, et derrière Kagame, il y a encore qui? Vous avez vu, le président a dénoncé même la signature de ces Memorandum of Understanding avec l'Union européenne. Avec l'Union européenne. Comment vous êtes une Union européenne qui soutenait la paix dans la région des Grands Lacs? Vous savez que toute la prospérité du Rwanda est bâtie sur la contrebande minière à l'est de la RDC et vous signez avec ces pays un protocole sur la création d'une chaîne de valeur des matières stratégiques. C'est quand même, je m'excuse du terme, un peu aberrant pour des gens qui ont plutôt la connaissance de la région des Grands Lacs. C'est comme si, par procuration, l'Union européenne veut mener la guerre à la République démocratique du Congo via le Rwanda. Et donc, je crois que les instances congolaises, comme l'a rappelé le président, devront saisir les instances européennes pour que finalement une telle ignominie, c'est le terme du président de la République,
ne puisse pas se poursuivre en RDC. Je mets un peu de côté le chercheur, je parle à l'ancien gouverneur. Vous avez tenu 12 ans. 12 ans vous avez tenu. Oui. Comment tenir sans pactiser avec l'ennemi? Bon, la stratégie de tenir pendant 12 ans, je n'étais pas d'abord une autorité militaire, il faut les reconnaître. J'étais une autorité civile, représentant les pouvoirs centraux en province, mais qui collaborait étroitement avec l'autorité militaire. Et je peux vous dire que la collaboration étroite avec l'autorité militaire a produit des résultats parce que j'avais pour mission de mobiliser la population autour des forces armées pour qu'ensemble, nous puissions effectivement accompagner ces forces armées à aller de l'avant. Donc, la mission que j'avais comme autorité civile, c'était la mobilisation de toute l'opinion du Nord Kivu, de toute la population, y compris les moyens pour soutenir cette armée. Et les résultats, on les a vus par le passé. Objectivement, certains au Congo ont plus d'intérêt à ce que cela perdure. Objectivement, certains intérêts congolais sont plus proches de certains intérêts rwandais et sont très puissants aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, où on voit qu'énormément d'argent tourne, qu'énormément d'argent est brassé, et pas que les Congolais. Est-ce que cette guerre, c'est pas aussi, ou pas seulement, la guerre du Rwanda, mais la guerre du business aussi congolais? C'est une très très mauvaise perception que certains ont. Je dois rappeler, je l'ai dit plusieurs fois, que la prospérité de l'Est n'a pas commencé avec la guerre ici. Si vous interrogez l'histoire, les enfants de Butembo, les enfants de Goma ont découvert la Chine avant tout le monde. Je crois que le commerce était florissant à Butembo avant les années 1990 et tout le monde allait s'approvisionner dans la ville de Butembo. Je crois qu'il faut que les gens revisitent cette histoire-là. Alors, la prospérité qu'il y a aujourd'hui au Nord Kivu, donc, est une suite de cette dynamique qui a toujours habité tous les enfants du Nord Kivu. Si à un enfant du Nord Kivu, vous lui donnez $1000 ou $10 000 aujourd'hui, revenez après 5 ans, il vous montrera $1 million. C'est plus ou moins cette philosophie. L'enfant du Nord Kivu, lui, ne prend pas l'argent pour aller dans les bars, pour aller danser. C'est de l'argent qui est destiné à une activité économique, les rentabiliser et, in fine, dans les 5, dans les 10 ans, ils peuvent ramener des résultats. Donc, moi, je crois que la guerre, aujourd'hui, fait plutôt souffrir les opérateurs économiques du Nord Kivu. Lorsque vous voyez les enfants de Beni, de Butembo, de Goma, il y a plus de 10 000 véhicules qui ont été brûlés depuis que la guerre a commencé. Ça, c'est la destruction du capital physique et économique de la province. Lorsque vous voyez les commerces aujourd'hui, presque tout le monde a transporté ses activités économiques vers l'Ouganda ou vers le Kenya parce qu'il n'y a plus de vie économique en RDC. C'est vous montrer combien c'est plus l'activité économique de l'Est qui souffre pendant la guerre qu'elle ne l'était avant la guerre. Et donc, la prière des enfants de l'Est, la prière des enfants du Nord Kivu, c'est plutôt la fin de la guerre pour qu'ils redeviennent cette locomotive économique de la RDC. Et je parie avec quiconque que le Nord Kivu est parmi les locomotives économiques de ces pays si la guerre prenait fin. La locomotive économique, le Nord Kivu l'a été longtemps, du temps du maréchal Mobutu, du temps de la CEPGL. Vous revenez donc à ma thèse. Mais entre-temps, vous avez dû aussi entendu un président de la République française dans un discours au Congrès, Parlement, Assemblée nationale et Sénat réunis ici au Palais du Peuple, qui a dit que comme à une certaine époque, la prospérité du Congo passe par la prospérité de la région. Exactement. Il faut que nous travaillons tous ensemble, il faut que nous dialoguons, il faut que les richesses du Congo servent aussi ou soient aussi profitables aux pays voisins. Qu'est-ce que vous en dites? Effectivement, c'est l'essence de la création de la CPGL en 1976, je crois, entre le président Mobutu, le président Habyarimana et le président burundais dont j'oublie les noms. C'est pourquoi ils avaient créé la CPGL, la communauté économique des pays de la région des Grands Lacs, qui pratiquement n'existe plus. La dernière de la CPGL a été tenue, je crois, en 1994 ou 96. Oui, mais à l'époque, c'était Mobutu qui finançait les autres. Il finançait les autres. Voilà. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'exploitation en commun des richesses de la République démocratique du Congo. Pour beaucoup de Congolais, aujourd'hui, pas question, mais aujourd'hui, cela semble être l'issue vers laquelle cette paix va revenir. Est-ce aussi votre avis?
Mon avis, c'est que la RDC doit s'organiser. Nous avons les coltans dans les Massissi. On ne doit plus exporter les coltans bruts. On doit installer des unités de transformation du coltan. Vous savez, chaque téléphone que vous avez, vous et moi, il y a un produit qui vient des Massissi. Et les Rwandais se présentent à la face du monde comme étant celui qui fournit ces produits-là, alors qu'il vient de la RDC. Donc, pour moi, la solution, c'est d'installer des unités de traitement au niveau de la province du Nord Kivu, au niveau de la province du Sud Kivu. La solution, c'est effectivement de promouvoir ces genres d'activités d'intégration économique régionale. Vous savez déjà qu'avec la Ruzizi, il y a la Sinelac, qui est une société commune entre les Rwandais, les Burundis et la RDC, qui fournit de l'électricité et au Burundi, et au Rwanda, et en RDC à partir de la Ruzizi. On a fait voter récemment un dossier au Conseil des ministres qui va nous permettre d'exploiter le gaz méthane dans les lacs Kivu. Le dossier sera piloté par Kivu Power, et donc on va commencer donc à produire plus de 20, 30, 40 mégawatts à partir du gaz méthane. Je vois, ce sont ces activités-là qui vont nous permettre, nous, les Rwandais et les autres, de bénéficier d'une économie florissante au regard de l'exploitation commune de ces gaz méthane. Mais il n'est pas question, lorsqu'on parle de la prospérité du Rwanda, qui doit être favorable à celle de la RDC, il n'est pas question de dire on doit aller installer nos unités de traitement au Rwanda pour que les Rwandais se retrouvent. On les installe au Congo, ça crée des emplois au Congo. Si les Rwandais ont des spécialités dans les domaines, eh bien, on ne va pas leur refuser de venir travailler dans nos unités industrielles. Donc, c'est comme ça que moi, je perçois la solution à la problématique de la sécurité à l'est de la RDC.